Dans les dernières années, j'ai eu la chance de planifier et de faire des milliers d'appels de vente B2B en ligne. Je dirais même que c'est 99% de mon expérience, mon expertise. Et donc, naturellement, mes prospects, mes clients, des personnes aléatoires sur LinkedIn me demandaient souvent c'est quoi, Elliot, la différence entre le B2C et le B2B? C'est quoi les particularités qu'on doit implémenter dans notre processus de vente B2B? Donc, dans cette vidéo, je vais passer à travers les 7 conseils que, normalement, je réponds d'une manière ou d'une autre quand quelqu'un me pose la question quoi améliorer dans notre processus de vente B2B ou comment on fait pour démarrer une offre en B2B. Donc le premier conseil pour rendre le processus de vente B2B plus efficace, c'est de comprendre que ça revient toujours à un retour sur investissement. La différence avec le B2C, B2B, c'est que le B2B, c'est toujours combien d'argent est-ce que je donne à cette personne et combien est-ce que je vais en avoir en retour. Tandis qu'en B2C, ça peut être l'émotion, ça peut être la nostalgie, ça peut être le statut, ça peut être la séduction, ça peut être un million de choses qui est autre que le rapport monétaire. Tandis qu'en B2B, que tu offres un service, des conseils, du coaching, ça va toujours revenir à combien d'argent je donne à cette personne et combien j'en ai en retour. Par exemple, même si tu es une entreprise qui crée des sites web, ça va toujours revenir à pourquoi est-ce que je veux mettre en place un site web pour que mes prospects aient plus de confiance en moi. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Pour qu'ils puissent convertir d'une manière plus élevée. Et pourquoi je voudrais faire ça? Pour faire plus de revenus. Ça va toujours revenir à plus de revenus. Et donc, si tu as une entreprise de formation professionnelle, EdTech, de conseil ou de coaching, il faut que ton offre puisse clairement démontrer qu'il y a un retour sur investissement. Ça vient à mon point 1.5, disons, c'est que l'offre doit être complètement différente. Donc, si tu es une entreprise qui cherche à passer du B2C au B2B ou qui va avoir une offre pour le marché B2B, il doit avoir un retour sur investissement clair. Ça doit s'appliquer aux employés et aux équipes. Donc, tu peux offrir la même chose, mais ça doit être envisagé pour que l'entrepreneur ou le CEO ou le fondateur puisse comprendre clairement comment ça va s'appliquer cette offre à son équipe, à ses employés. Par exemple, un événement qui va offrir du coaching sur toutes sortes de choses, que ce soit pour aider l'équipe commerciale, au lieu de dire vous allez pouvoir faire du réseautage, c'est très pertinent pour un individu, mais pour quelqu'un qui pense à son entreprise, le réseautage est pas quelque chose de pertinent. Tandis que si on dit vous allez pouvoir améliorer la culture de votre entreprise, vous allez pouvoir augmenter votre taux de rétention client, on voit clairement comment ça s'applique aux employés et à l'entreprise. Donc, premier point, retour sur investissement. Deuxième point, ça doit s'appliquer aux employés et à l'entreprise. Et le troisième point, c'est qu'il faut comprendre que quand on ajuste une offre pour du B2B, le temps et l'énergie de ton prospect vaut beaucoup plus qu'en B2C. Ce que je veux dire par là, c'est que ça soit dans ton offre ou dans le processus de vente, 1 heure du temps de ton prospect en B2B vaut 10 fois, 50 fois plus qu'en B2C. Il faut le prendre en considération. Donc, n'importe quelle offre qui leur sauve du temps à ton prospect va avoir énormément plus de valeur. Et il faut comprendre aussi que le processus de vente va être drastiquement différent, c'est-à-dire obtenir le temps de ton prospect en B2B va être quelque chose qui va être beaucoup plus important qu'en B2C. Donc, on connaît le dicton qu'il faut passer 7 heures avec son prospect minimum, que ce soit à travers du contenu, des appels en personne. Il faut passer 7 heures avec cette personne et donc, ça va être une guerre beaucoup plus intense en B2B de gagner ces 7 heures de temps de son prospect, mais qui vont bien évidemment avoir un retour plus important. Le deuxième point, c'est qu'en B2B, il y a beaucoup moins d'émotions, il y a beaucoup plus de logique. Donc, attention, il y a quand même le côté émotionnel qui vient en jeu. Je veux dire, n'importe quel CEO, entrepreneur a une raison, disons, cachée en arrière de pourquoi on veut faire de l'argent, croître notre entreprise. Il y a tout le temps une petite raison en arrière de pourquoi on veut le faire. L'émotion reste toujours là, sauf que la décision finale est très fortement axée sur la logique. C'est-à-dire, que va-t-il se passer? Comment ça va fonctionner? Combien de temps ça va nous prendre? C'est quoi les risques? C'est quoi le pire scénario? Tout ça doit être expliqué d'une manière très claire et précise. Si c'est pas expliqué d'une manière claire et précise dans ton offre, on va voir clairement qu'il va y avoir un désintérêt et il va avoir une peur. Donc, une peur du risque. Et le risque, encore une fois, en B2B, surtout que c'est des procédures qui sont plus grandes, plus grosses, le risque d'une manière proportionnelle est plus élevé. Donc, on veut expliquer à la personne, à notre prospect devant nous, on veut diminuer le risque le plus possible et montrer justement de manière logique par A plus B que notre solution va pouvoir les aider et, encore une fois, diminuer le risque. Le troisième point, c'est qu'il va y avoir plus de personnes impliquées dans le processus de décision. Donc, ce qu'on appelle le champion dans un processus de vente B2B, c'est que ça peut arriver très fréquemment que le premier contact soit avec le DRH. Donc, surtout si c'est quelque chose qui va être côté formation, ça va être le responsable de formation, ça va être le DRH. On va rentrer en contact avec cette personne. Cette personne va comprendre très rapidement la valeur de notre produit. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour les employés de se former? Pourquoi est-ce que c'est important d'ajouter telle compétence dans l'équipe? C'est très clair. Maintenant, il y a le champion. Donc, dans le cas ici, ça va être le responsable de formation, le DRH, mais il va avoir la personne qui va payer. Donc,
Donc ça peut être le directeur marketing, le CMO, ça peut être le CEO, le COO. Toutes ces personnes-là, dépendamment de la compagnie, dépendamment du processus de vente, vont devoir faire partie du processus de décision. Et donc, il faut comprendre que ces personnes doivent faire partie du processus depuis le début. On peut pas faire une présentation de A à Z, donc l'appel de découverte, l'appel de vente, et après 3, 4 ou 5 appels, faire rentrer cette personne qui va prendre la décision parce que cette personne ne vous connaît pas. Donc, c'est la première fois qu'elle vous voit et c'est là que vous allez présenter vos derniers détails. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment impliquer les gens le plus tôt possible dans le processus. Bien évidemment, plus qu'on va avec des grandes entreprises, plus que ça devient compliqué et on doit s'adresser à des employés qui sont plus bas dans la hiérarchie. Mais c'est justement ça, il faut comprendre qu'il y a une hiérarchie et donc que la personne qui va prendre la décision, que le portefeuille pour acheter votre offre va être différente que la personne qui va avoir un premier intérêt dans votre offre. Le quatrième point, c'est que les cycles de vente sont beaucoup plus lents. Donc en B2C, c'est très commun d'avoir quelques mois. C'est pas mon expertise, mais je sais que c'est quelques semaines, quelques mois, même certains points des journées. Donc c'est très rapide la décision. Tandis qu'en B2B, on peut voir 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc les cycles de vente sont beaucoup plus longs. Il faut le prendre en considération. C'est-à-dire que plus de 70 à 75% des revenus que votre entreprise va faire en B2B, ça va être des gens que ça fait très longtemps qui ont déjà vu votre contenu, qui ont déjà vu votre entreprise et qui soit se sont fait référer éventuellement ou soit qui ont décidé de prendre une décision d'achat plus loin dans le processus. Et encore une fois, il faut le prendre en considération parce que il faut avoir des manières de nurture, donc de nourrir la personne, la garder dans la discussion. Il faut être capable de justement leur partager des actifs, garder la discussion en vie sur peu importe le problème ou le désir qu'un prospect pourra avoir envers votre offre. Et tout ça, c'est important à comprendre parce que si tous vos efforts, vous les prenez en tête et vous prenez action comme si le deal va closer dans 1 mois ou dans 30 jours, ça va pas fonctionner parce qu'encore une fois, la grande majorité des deals vont être en plusieurs semaines, plusieurs mois et non en plusieurs jours. Et dernier point par rapport aux cycles de vente qui sont longs, ça veut bien évidemment dire que les suivis, tu dois en faire 10 fois, 30 fois, 50 fois plus. Donc, c'est pas 1 ou 2 suivis qui vont être assez. Les CEO, les personnes que tu souhaites rentrer en contact avec sont occupés, c'est normal. Tu dois faire beaucoup plus de suivis. 3, 4, 5, c'est pas suffisant. Faut en faire dans les dizaines, dans les trentaines avant d'avoir réellement un retour qui va terminer une vente. Le 5e point, c'est que en B2B, les erreurs coûtent 50 fois plus cher. Simplement parce que un client vaut 50 fois plus en termes de montant et donc on peut pas se permettre de faire d'erreurs. Donc dans certains processus B2C, on peut quand même avoir un processus d'acquisition qui est extrêmement profitable en perdant des centaines de leads à tous les mois, mais en B2B, c'est absolument impossible. On doit être sûr et très serré dans le processus pour pas perdre un seul lead. Un seul lead peut valoir 50 000, 100 000, 200 000 et donc le processus de vente doit être très bien fait, le CRM doit être extrêmement organisé et ce que j'appelle les transitions dans le processus de vente doit être infaillible. Donc entre le premier contact marketing jusqu'au premier appel, au deuxième appel, au suivi, à chaque fois qu'il y a une transition, il y a un point où on peut perdre un prospect. Entre le premier point de contact marketing et le premier appel, il y a énormément de leads qui peuvent se perdre parce que si on fait pas une bonne transition, un bon processus de suivi, la personne va pas se présenter à l'appel, elle va oublier, elle va faire autre chose, il va avoir 1 million de raisons pourquoi elle va pas passer à la prochaine étape et tout ce qu'on veut faire en marketing, c'est faire passer les gens d'une étape à l'autre et donc c'est ce que j'appelle les cracks entre chacune des étapes. On peut pas se permettre de perdre des leads et malheureusement, comme je vois énormément d'entreprises, je vois un peu comment leur entreprise fonctionne en B2B à tous les mois, je vois qu'il y a des entreprises qui perdent des dizaines et des centaines de leads à tous les mois parce qu'il y a des cracks dans leur processus de vente. Le 6e point, c'est l'éducation et la consultation du prospect. Donc en B2B, il faut absolument guider la personne dans le processus de vente, il faut lui fournir les informations nécessaires pour qu'elle puisse prendre la bonne décision, il faut la guider dans le processus. Quelque chose qui me rend absolument fou quand je fais la formation du coaching avec des équipes de vente de nos clients, nos partenaires, c'est quand j'entends en appel, donc je réécoute des appels ou je les revois, je vois un commercial qui va entendre l'objection « Ah, c'est simplement pas le bon moment pour nous, on vous revient » et le commercial dit « Ah, ok, pas de problème, je vous envoie un courriel, on se reparle dans quelques mois. » C'est vraiment la pire chose à faire. Il y a un concept que j'appelle PUADA, donc qui a été repris d'un terme anglais qui veut dire planifie un appel d'un appel. Donc il doit toujours avoir une prochaine étape et ça fait partie du processus d'éducation, de consultation, c'est-à-dire que le commercial doit être la personne en contrôle du processus de vente, doit guider la personne sur ses questions, c'est elle qui doit poser des questions à la personne pour voir si l'offre peut être bonne ou pas, parce que la personne, c'est la première fois qu'elle rentre dans cette discussion, dans ce processus de décision d'achat pour votre offre, tandis que le commercial devrait l'avoir fait 50, 100 fois, il sait exactement dans quel scénario la personne se trouve et comment l'aider
aider. Donc, quelle est la meilleure décision pour elle? C'est le commercial qui le sait réellement. Il a juste besoin d'avoir plus de contexte. Et donc, tout ça pour revenir sur le fait qu'on doit partager des actifs, que ce soit des livres blancs, du contenu, on doit l'envoyer dans les suivis, on doit guider la personne sur la prochaine étape, on doit être extrêmement bon sur cette partie parce qu'encore une fois, sans ça, la personne va croire que c'est pas une urgence, elle va croire que c'est pas réellement un problème, elle va pas voir le retour sur investissement, elle va peut-être regarder les alternatives et pas comprendre les différences entre un autre produit et le vôtre ou une autre alternative. Et c'est toi, c'est ton entreprise, c'est ton commercial qui doit être capable de aider la personne de A à Z avec ça. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez perdre une grande partie du marché parce que la plupart du marché ont peu d'informations sur votre produit et les alternatives. Et donc, ils vont pas prendre de décision, ils vont le pousser à plus tard ou ils vont simplement pas prendre de décision d'achat, ce qui aide personne dans le scénario où ils ont un problème qui a besoin d'être résolu. Donc, 6e point, l'éducation et la consultation dans le processus de vente. Le 7e et dernier conseil, en B2B, ça n'existe pas de clôturer une vente en un seul appel. Ça n'existe simplement pas. Le seul scénario que ça peut se produire, c'est quand ton entreprise dépend du brand, du réseau, et donc la personne, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle savait qu'elle allait acheter de votre entreprise et elle voulait simplement faire un appel avec votre équipe pour payer. Littéralement, la décision d'achat était déjà là, mais dans 99% des autres scénarios, il faut avoir un premier appel, un deuxième appel, troisième appel et fort probablement un quatrième et un cinquième. Donc, à quoi ça ressemble exactement? Un premier appel dans le cas qu'on va faire une découverte. Donc, c'est quoi les désirs? C'est quoi les problèmes? Pourquoi est-ce que nous sommes en appel en ce moment? Pourquoi es-tu ici? Tu cherches probablement à régler un problème ou à obtenir un résultat. Deuxième appel, une fois qu'on a ces informations-là, on a plus de contexte, on va créer une présentation, donc un plan sur comment cette personne va pouvoir résoudre son problème. Donc, évidemment, avec votre aide. Les alternatives, donner plus d'informations à la personne pour qu'elle puisse prendre une bonne décision. Et un troisième appel, une fois que la présentation a été validée, que la personne voit à quel point votre offre peut les aider à travers ce deuxième appel. Le troisième appel va être sur les détails, la négociation sur le prix, la garantie, qu'est-ce que vous pouvez proposer, ce genre de choses-là pour vraiment terminaliser la vente. Et dans beaucoup de scénarios en B2B, on va avoir un quatrième, un cinquième ou même plusieurs autres appels parce que plusieurs personnes qui vont devoir prendre la décision dans le processus de vente. Et des fois, il y a des détails qui sont un peu plus techniques quand on parle de deals qui sont, disons, 50, 100 000 ou plus. Donc, c'est là qu'il va y avoir plus que 3, 4 ou 5 appels. Et ça, c'est super important à comprendre, que ce soit pour les commerciaux, l'équipe de SDR, peu importe, c'est important que si on s'attend à clôturer une vente dans le premier appel, on n'a vraiment pas compris le jeu. Faut vraiment avoir ça en tête, dans le sens que c'est plusieurs étapes pour arriver à l'objectif et pas une seule. Et sans ça, le problème, c'est que vous allez perdre la confiance de vos prospects, vous n'allez pas pouvoir leur donner la meilleure offre possible adaptée à eux et le prospect va simplement pas avoir confiance en vous et votre entreprise et donc vous allez perdre énormément de ventes. Donc le meilleur processus de vente qui est très simple en B2B, c'est découverte, présentation et clôturation de l'appel. Très simplement, facile à s'organiser et tout le monde le comprend. Maintenant, si jamais tu veux un résumé de tout ce que j'ai parlé dans la vidéo, il va l'avoir à l'écran, donc les 7 points. Et si jamais tu veux avoir plus d'informations sur la vente B2B, des systèmes d'acquisition payants ou à travers l'outbound, je t'invite à regarder mes autres vidéos YouTube et de me suivre sur LinkedIn. Bye bye.